Salam alaikum. Bienvenue dans cette deuxième partie pardon, du chapitre 4 du module processeur traitement numérique du signal. Donc, dans la première partie, nous avons vu le jeu, quelques instructions du jeu d'instructions, comment les interpréter et comment les évaluer. Nous avons aussi vu les différents modes d'arithmétique existants et aussi comment déclarer des instructions en parallèle en utilisant une instruction sur 64 bits. Nous avons également vu les limitations du jeu d'instructions et à présent nous allons continuer avec le flow de développement. Donc, pour développer un programme sur le DSP Blackfin, donc on aura au début un code source, donc en C ou en assembleur ou les deux. Donc le C il est compilé, l'assembleur il est assemblé pour former un fichier objet avec l'extension .doj. Donc doj c'est data object. Donc ces fichiers objets, donc ils sont nombreux, donc ils sont répartis sur la mémoire du DSP suivant un fichier spécial qui s'appelle le fichier LDF ou Linker Description File. C'est un mapper mémoire, il permet de faire le link en anglais, donc le lien entre mémoire et section d'objets, des fichiers objets, pour former au final l'exécutable, le .dxe. Donc il a l'extension dxe. Donc cet exécutable-là, donc on peut le passer vers l'étape de débogage. Donc pour le débogage, on peut utiliser un émulateur, un simulateur ou un autre parallèle, donc connecté sur le port parallèle. Et concernant le boot, donc l'état initial, le démarrage du DSP, donc c'est la même chose. Donc on peut le programmer en C en assembleur, le compiler, l'assembler pour obtenir un exécutable ou qu'on appelle boot kernel ou le cœur du boot. Donc ce cœur du boot va former l'image du boot qui est le LDR. Donc au final, nous aurons une image boot.ldr et un exécutable.dxe. Donc ça c'est le flow de développement d'un programme sur le DSP Blackfin. On va détailler chaque étape à part. En commençant par la compilation et l'assemblage, donc c'est une étape très simple. Donc, vous savez déjà ce que c'est. Donc nous avons un programme, donc ici plusieurs fichiers sources codés en C. Il passe par un compilateur C, ce qui va générer un fichier avec l'extension .s. Ce fichier .s, il est codé en assembleur. Donc le compilateur va convertir le C en assembleur. Ensuite, cet assembleur va passer par l'assembleur pour former les fichiers objets qui ont l'extension .doj. Si on utilise de l'assembleur, donc on ne doit pas passer par un compilateur, on passe directement par l'assembleur pour obtenir les objets différents. Par exemple, là, on voit que nous avons deux fichiers, donc deux objets. Donc le premier fichier, le deuxième fichier, donc là, fichier 1 en C, fichier deuxième en assembleur. Donc, voici un exemple en assembleur. Donc, si on code en assembleur, donc on utilise les sections. Il y a la section data et la section code. Comment on a appelé cela? Donc, sur ce DSP-là. Donc, cette partie-là, cette section doit avoir le nom d'une section mémoire. Là, on a utilisé data 1, c'est un nom générique. Mais en réalité, on n'utilise pas data 1 comme on l'a vu déjà sur les travaux pratiques. On utilise le nom de la section, par exemple L1-8 data, pardon pour l'écriture, data
A, par exemple, c'est la banque A. Si on souhaite utiliser la banque B, on utilise B, etc. Si on souhaite utiliser la mémoire externe, donc on écrit SDRAM 0, etc. Donc 0, c'est la section 0, etc. Donc ça, c'est la section data. Et il y a la section code. Donc dans les travaux pratiques, vous avez vu qu'on l'appelle section programme. Donc c'est la section programme. Donc il contient notre programme, comme dans cet exemple-là. Lors de l'assemblage, donc on obtient le fichier objet. Donc ce fichier objet, comme on voit, il est divisé en deux sections. La section objet data 1 et la section objet code 1, comme on les a déjà séparés sur le code source. C'est le même cas aussi pour le C. Donc pour le C, donc si on a un code source en C, nous avons la fonction main, donc ce qui nous fait une section programme, et nous avons une fonction qu'on a appelée ici function 1, qui est sans retour, donc void, qui n'a pas de retour. Donc cette fonction-là, elle a aussi son propre objet. Donc vous voyez qu'en C, on passe avant par le compilateur C, qui va convertir le programme en assembleur, et ce programme, ensuite, il est converti en un objet sur ce flow de développement. Donc on peut remarquer cela sur Visual DSP. Je vous donne ici par exemple, ça c'est un fichier en C. Voilà. Vous voyez que c'est un fichier en C. Lors de la compilation, on génère un fichier .s. Où est le fichier .s? C'est celui-là. C'est le fichier qui apparaît à chaque fois à droite. Ici, c'est celui-là, le fichier .s. Vous voyez qu'il est codé en assembleur. Donc, on a converti ce code-là en C en un code assembleur. Donc, si on part étape par étape, vous voyez qu'en C, il n'y a pas de changement de pas, mais en assembleur, ça change. Donc, c'est pour ça que le C, c'est un langage haut niveau et l'assembleur est un langage bas niveau. Maintenant, passons à l'étape suivante du flow de développement. Donc là, c'est pas très important parce que c'est toujours parce qu'il y a plusieurs sections. Donc c'est l'étape de l'assemblage. Donc pour l'assemblage, donc ça dépend du type de fichier. Donc par exemple là, nous avons du C et de l'assembleur. Donc si on passe à l'assembleur, donc vous voyez que le point S ici, il ressemble exactement au fichier source assembleur. Parce que c'est de l'assembleur, donc il n'a pas besoin d'être compilé. Non, mais il a besoin d'être assemblé par l'assembleur de l'environnement de développement VDSP. Maintenant, si on veut utiliser le C avec l'assembleur ou l'assembleur avec le C, c'est possible avec le DSP Blackfin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire interface assembleur C, C++? C'est qu'un programme C ou C++ appelle une fonction assembleur. Ou le contraire, un programme assembleur appelle une variable ou une fonction C dans son programme. Donc c'est un mixage entre les deux langages de programmation, ce qui va nous donner toute la puissance de l'assembleur en optimisation et toute la facilité de prototypage du C. Donc, ces interfaces donc, peuvent être définies comme un programme C, C++ qui appelle une fonction assembleur, un programme assembleur qui appelle une fonction C, C++, un programme assembleur qui associe des variables C, C++ comme symbole assembleur, ou le contraire. Et aussi, il existe ce qu'on appelle l'assembleur inline. On va voir ce que c'est ça. Donc, commençons par
le principe de l'appel d'une variable ou d'une fonction assembleur en C. Cela veut dire que vous avez un programme en C. Donc votre programme en C, il contient que des instructions en C, donc en langage C. Mais ces instructions-là peuvent vous appeler une fonction externe qui est une fonction assembleur, comme par exemple ici, déclarée donc en assembleur, codée en assembleur, et cette fonction-là, qu'on appelle ici asmfunc, donc function, elle est appelée en C. Donc comment l'appeler? Donc c'est en ajoutant ce mot-clé externe. Donc externe, ce mot-clé veut dire que cette fonction-là, qu'on voit ici, elle n'est pas codée en C, mais elle est codée en assembleur, donc en ajoutant ce terme-là. Donc ce que va faire le compilateur lors de la compilation, donc quand il arrive à cette partie-là, donc il va appeler le code assembleur de cette fonction, l'exécuter, puis revenir. Donc il passe du C vers l'assembleur, exécuter ce code-là, et à la fin, donc RTS, Return from Subroutine, qui annonce la fin de cette routine ou de cette fonction assembleur pour retourner en C et continuer l'exécution du code C. Cela ne se limite pas aux fonctions seulement, mais aussi aux variables. Donc on peut déclarer une variable en assembleur ou une variable qui est utilisée, par exemple une variable globale en assembleur, qui a été déjà utilisée en assembleur, on peut l'appeler et l'utiliser en C, donc selon ces changements en assembleur. Vous voyez qu'il y a une interface C assembleur. En général, les fonctions C et les variables assembleurs, plutôt les fonctions assembleurs et les variables assembleurs, on doit toujours ajouter ce tiret 8 pour les différencier des variables en C. Maintenant, voyons le cas contraire. Donc, lorsqu'on appelle une fonction C ou une variable C dans un programme assembleur. Donc, supposons que vous avez un programme codé en assembleur. Donc, c'est ça votre programme en assembleur. Donc, vous pouvez appeler une fonction C et l'utiliser donc en assembleur. Donc, l'assembleur, ce que va faire, donc, à l'arrivée de l'exécution de cette instruction, il va appeler la fonction C, l'exécuter. À la fin de l'exécution de cette fonction, donc lorsqu'il atteint l'instruction en C return, donc le retour, donc comme là c'est void, donc c'est le retour, il est vide, donc il va revenir à l'assembleur et continuer son exécution. Donc c'est le même cas que pour lorsqu'on appelle une fonction assembleur en C. Là, on a appelé une fonction C en assembleur. Mais à condition que ces fonctions et ces variables doivent être globales en C. Voilà, donc c'est simple. Et nous allons voir lors de l'exo numéro 8 la solution qu'on va faire en présentiel de l'exo numéro 8. On va voir cela en détail avec des exemples plus détaillés. Également, lors de la séance TP, nous allons essayer cela sur l'environnement de développement VDSP et voir ce que ça donne. Maintenant, on peut se poser une question. Si le C est interfacé avec l'assembleur ou l'assembleur interfacé avec le C, comment se fait le passage des arguments? Donc, une fonction, elle a des arguments. Donc, ces arguments-là, comment on va les passer? Par exemple, dans cet exemple-là, pardon, pourquoi ça ne veut pas apparaître? Voilà. Donc, voilà, vous avez une fonction, produit scalaire, qu'on va voir sur le TP. Donc, vous avez x, y et n. 3 arguments. Donc, comment on va passer ces arguments-là vers le programme assembleur?
donc vers la fonction assembleur qu'on a créée. Donc c'est une produit scalaire, là vous le voyez, c'est une fonction en C. Mais si vous regardez bien, il y a le mot externe. Donc ce n'est pas une fonction C, mais une fonction externe au C. Donc c'est une fonction assembleur qui existe seulement en assembleur. Donc cette fonction-là en assembleur, donc si on continue l'exécution, on va passer à cette fonction-là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, je répète, je fais la compilation, c'est bon. Si je clique sur le pas suivant, donc vous voyez qu'on passe directement vers un programme assembleur, alors que c'est un programme C qui a été exécuté. Donc le programme C appelle la fonction assembleur et essaie de récupérer les arguments. Donc comment ces arguments sont récupérés? Donc comme dans ce cas-là, il y a une convention donc qu'on doit suivre, donc une règle qu'on doit suivre. Donc cette règle, ce qu'elle dit, l'argument situé, donc l'argument numéro 1, il se trouve sur le registre R0. L'argument numéro 2 sur le registre R1. L'argument 3 sur le registre R2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez une fonction, par exemple, test, par exemple, on va l'appeler test pour éviter de trop écrire là. Donc test. Ensuite, nous avons x, y, z. Et supposons, donc on ajoute le tiret 8 pour indiquer que c'est une fonction assembleur et c'est une fonction externe aussi. Donc, il doit y avoir un passage d'argument. Donc le x, la valeur de x, on va la retrouver où? Donc on va la retrouver en assembleur sur R0. Donc lorsqu'on on accède au programme assembleur, à son exécution, donc R0 sera préchargé par la valeur de x. R1, comme dans ce cas-là, sera chargé de l'argument numéro 2 qui est y. Donc, y. Et l'argument numéro 3 sera sur le registre R2. Mais ça s'arrête là. On ne touche pas à R3, etc. On va voir pourquoi. On ne doit pas toucher au reste des registres. Donc R0, R1, R2. Pour le reste, on les retrouve avec un offset sur le pointeur de pile, SP, pointeur de stack. Donc le stack, donc son pointeur SP, on ajoute plus 12. Pourquoi plus 12? Parce qu'on a déjà récupéré ces trois-là qui sont également dans le stack. Donc si on essaie de vérifier, donc R0, R1, R2, les valeurs X, Y, Z sont également présentes dans SP plus 4, SP plus 8 et SP. Donc SP plus 12, c'est l'argument numéro 4. SP plus 16, c'est l'argument numéro 5. SP plus 20, etc. Vous voyez que ce sont des adresses donc codées sur 4 octets. Donc, il y a une incrémentation de 4 octets de l'offset de lecture par rapport au pointeur de stack. Donc, l'argument numéro 4, si on avait par exemple ici, donc si vous n'avez pas bien compris cela, donc voilà, si on a une autre fonction qu'on appelle f, qui a comme argument x, y, z, n, m. Donc là, vous voyez combien d'arguments nous avons ici? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc le premier argument, on va le retrouver sur R0. Et il est également présent sur SP. Donc SP, c'est l'adresse pointée c'est le registre pointeur de pile.
Il pointe sur le stack. Donc, si on veut récupérer cette partie-là, donc, on peut faire un accès mémoire sur cette adresse-là. Le deuxième, R1. Le troisième, R2. Et ça s'arrête là. R3, R4, R5, R6, R7. Donc, c'est une autre histoire. On va voir que ce sont des registres protégés et qu'il faut les utiliser avec précaution lors du passage du C vers l'assembleur. Maintenant, parlons des deux derniers arguments, donc le N et le M. On va les retrouver où? Donc, on va les retrouver sur SP plus 12 et SP plus 16. Cela veut dire quoi? Dire par exemple, si on veut lire N, par exemple, N, on va la mettre, par exemple, c'est le compteur d'une boucle. Donc, P0 égale à SP plus 12. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on va charger P0 par l'argument N, qui se trouve où? À l'adresse SP plus un offset de 12 octets. Donc, 3 arguments. Donc, chaque argument, son adresse elle est codée sur 4 octets. Donc, 3 fois 4, c'est 12. Pour le M, c'est pareil. Par exemple, P1 égale SP et on ajoute en plus de celui-là 4 octets, ce qui nous donne 16, etc. si on avait plus d'arguments. Donc là, dans notre code assembleur, on a récupéré les arguments, on peut effectuer les calculs à présent. Parce que ces arguments-là, c'est le C qui les a envoyés. Maintenant, on doit les récupérer. On les a récupérés du stack et des registres conventionnés qu'on vient de voir, R0, R1, R2. Ensuite, on fait une lecture mémoire pour les récupérer. Pour les 3 premiers arguments, nous n'avons pas besoin d'une lecture mémoire parce qu'ils sont directement présents sur R0, R1, R2. Mais pour les 2 derniers arguments, plutôt pour le reste des arguments, donc l'argument 4, 5, 6, etc., là, on les retrouve dans le stack. Donc, on les récupère à partir du stack. Donc, on doit faire une lecture mémoire à partir de l'adresse du stack. Aussi le retour. Donc, une fois que dans le code d'assembleur, nous avons effectué notre calcul en assembleur et nous avons un résultat qu'on doit retourner vers le C. Donc, ce résultat, comment le passer du C de l'assembleur? Donc, on souhaite maintenant le résultat obtenu en assembleur, on doit le donner vers la fonction C. C'est comme faire un retour en C, return. Donc, comment faire cela? Donc, on exécute l'instruction suivante. RTS, que vous avez l'habitude d'utiliser avec le main assembler. Donc, le RTS, return from subroutine, qu'est-ce qu'elle va faire cette instruction-là? Elle va faire simplement un retour vers l'état initial, donc l'état où elle s'est arrêtée en C et elle est passée vers l'assembler. Donc, elle doit tout remettre à l'état initial. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques registres qu'il ne faut pas toucher. Ou si vous les touchez, donc si vous les utilisez, vous devez préserver leur valeur et avant de retourner, récupérer leur valeur et les remettre à leurs conditions, plutôt leur valeur initiale. Donc, si cette instruction elle est exécutée, donc R0, c'est lui qui va retourner la valeur. Donc, la valeur de retour. Donc, R0 dans ce cas-là, vous voyez R0, donc il est codé sur 32 bits, va contenir le résultat du calcul. Exemple, donc faisons un exemple. Vous appelez une fonction, donc vous êtes en C, programme en C, voilà. Vous avez une fonction ici qui appelle l'assembleur. Donc vous passez à l'assembleur. Le passage des arguments se fait selon les règles suivantes, donc R0, R1, R2, en fonction du nombre
des arguments. Donc si on a un seul argument, donc on utilise R0. Si on a 3 arguments, on utilise R0, R1, R2. Si on a plus, donc on utilise les R0, R1, R2 et le pointeur de pile avec un offset en fonction du numéro de l'argument. Donc là, 4 fois 3, 12. Si le 5, 5 fois 4, 16. Pardon, 5 fois 4, 20, etc. Donc jusqu'à obtenir le résultat, tous les arguments. Une fois les arguments récupérés, donc on effectue notre calcul ici, donc en assembleur, et on va obtenir un résultat. Donc à la fin de cette fonction assembleur, on doit finir avec cette instruction RTS qui est le retour. L'exécution de cette instruction-là va retourner en C. Donc ce retour, il peut amener avec lui le résultat du calcul. Donc comment il va passer ce résultat vers le C? C'est en utilisant le registre R0. Donc si vous avez un résultat à passer vers le C, vous devez utiliser le registre R0. Si vous avez deux résultats à passer ou un résultat codé sur 64 bits, vous utilisez R1 et R0 ensemble. Donc la paire R1, R0 ensemble. Voilà. Donc c'est comme cela que ça se passe, une interface ou le passage des arguments entre le C et l'assembleur ou l'assembleur et le C. Donc retenez bien cela pour la séance TD prévue cette semaine, Inch'Allah. Donc les limitations, donc vous voyez que ce passage-là, il y a des limitations. Ces limitations sont imposées par le compilateur. Donc il y a des registres. Donc une fonction en assembleur appelée en C ne peut utiliser librement les registres DSP. On ne peut pas les utiliser comme on veut. Donc il y a quelques des registres indépendants qu'on peut utiliser comme on veut, comme R0, R1, R2, mais d'autres registres qu'on doit utiliser avec précaution et d'autres qu'on ne doit pas du tout toucher. Donc, c'est classé comme registre compilateur. Donc, on a les registres compilateurs, qu'on voit ici, les registres préservés et les registres indépendants. Voyons chacun d'eux, donc commençons par les registres compilateurs. Donc les registres compilateurs, ce sont les registres L0 et L3. Donc c'est les registres longueur des... Donc ces registres L0 et L3 sont liés au registre index IX. Donc comme on le sait, nous avons I0 jusqu'à I3 suivi de L0 jusqu'à L3. Donc, si on utilise un adressage circulaire, donc on doit utiliser ces registres L0 jusqu'à L3. Et s'ils sont utilisés, c'est des registres compilateurs, on doit les remettre à 0 à la fin du programme assembleur. Sinon, on peut perturber l'exécution du programme en C. Également, les pointeurs SP, s'ils sont modifiés, on doit les remettre à leur état initial. Cela veut dire quoi? Imaginons que vous avez un programme en C qui appelle un programme assembleur. Et ce programme assembleur, il a modifié L0 à L3 parce que L0 à L3, par défaut, ils ont la valeur 0. Donc si L1 par exemple a été modifié, par exemple il est égal à 0x4, donc la valeur 4. Donc à la fin de l'exécution de ce programme assembleur, avant RTS, il faut remettre L1 à 0, donc la valeur initiale. Sinon, on risque de perturber le programme C. Donc, souvenez-vous de cela, on appelle ça des registres compilateurs. C'est des registres qu'il faut préserver. On a aussi les pointeurs de pile SP et pointeurs de trame FP.
Donc le pointeur de pile ou le pointeur de stack SP, si on le modifie, donc si on change sa valeur, il faut impérativement récupérer sa valeur. Donc si on a fait un push ici, donc il faut faire un pop là. Donc vous savez ce que c'est un push, un pop. Donc vous avez déjà une expérience avec l'utilisation des pointeurs de pile avec les différents processeurs microcontrôleurs que vous avez déjà eu en licence MCL. Donc rappelez-vous, ces registres sont réservés à un usage exclusif par le compilateur C. Donc à chaque appel au retour d'une fonction, on doit les remettre à leur valeur initiale. Donc les L0 doivent être remis à 0 et les SPFP doivent être remis à leur valeur initiale. Voilà. Donc c'est concernant les registres compilateurs. Il existe aussi les registres préservés. Les registres préservés, c'est les registres de R4, R5, R6 et R7. Et P3, P4, P5. Pardon. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes libre d'utiliser R0, R1, R2 comme bon vous semble. Mais R4 jusqu'à R7, ces registres-là, donc, ils doivent être préservés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que leurs valeurs, si elles sont modifiées, il faut avant tout enregistrer leurs valeurs dans le stack, temporairement dans le stack. Et à la fin de l'exécution du programme, on doit les remettre les valeurs, donc les sortir du stack et les remettre sur R4. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est un push, donc SP, par exemple, la valeur du registre R4. Donc R4, il est enregistré dans le stack. On peut l'utiliser à présent dans notre programme assembleur lié au C. À la fin de l'exécution du programme, ce qu'on va faire, c'est l'opération contraire. Donc R4, il est égal à SP plus plus. Donc c'est un push pop. Pareil pour le SP. Mais là, le SP, il a été légèrement modifié, donc il a été automatiquement remis à sa valeur initiale en exécutant seulement ces instructions-là. C'est le cas aussi pour les pointeurs P3 jusqu'à P5. Donc voilà, il faut retenir cela. Et il y a les registres indépendants. Donc ces registres-là, on peut les utiliser comme on le souhaite. R0, R1, R2 jusqu'à R3. Les accumulateurs, le registre d'état, les pointeurs de P0 jusqu'à P2. Donc à partir de P3, P4, P5, c'est des registres préservés qu'on a vu tout à l'heure. Donc les registres préservés. Et là, c'est les registres indépendants. Les registres DAG, sauf les registres L et les registres des boucles matérielles. Donc ces registres peuvent être utilisés sans aucune restriction particulière sur leur utilisation. Donc voilà ce qui concerne les interfaces assemblaires. Donc on verra en détail tout cela lors de l'exo 8 en présentiel. Donc je vous invite à assister à ces 2 séances de cours prévues cette semaine. Enfin, il y a l'assembleur inline. Donc l'assembleur inline, c'est lorsqu'on souhaite utiliser une instruction assemblaire directement en C, donc sans passer vers l'assembleur, sans avoir l'interface C assembleur. Donc on utilise directement la syntaxe assembleur dans le C. Donc il y a ce qu'on appelle l'assembleur inline. Pourquoi on l'appelle l'assembleur inline? Parce qu'il nous permet de faire une seule ligne, donc une seule instruction assembleur par ligne. Contrairement, donc vous voyez, pour cela, on utilise le terme ASM. On ouvre deux parenthèses
deux guillemets, et ensuite notre instruction qu'on souhaite utiliser. Voici 3 exemples sur l'utilisation de cette instruction en C. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons qu'un seul programme en C avec des lignes assembleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle inline, donc des lignes assembleurs. Donc, on n'a pas un programme assembleur en parallèle. Donc, l'assembleur en parallèle, il n'existe pas ici. Donc, il n'existe pas. Aussi, le C permet d'utiliser l'assembleur inline avec des fonctions prédéfinies qui sont codées en assembleur et compilées en C. Donc, ces fonctions-là, on les retrouve dans le manuel de programmation. Il existe beaucoup. Donc, voici un exemple. Add fr 1 fois 32. Comment décoder cela? C'est une opération d'addition fractionnaire. Donc, il utilise le format Q. Donc, 1 fois 32. Donc, c'est une opération, une seule instruction de 32 bits. Donc, les opérandes sont des opérandes 32 bits. Là, nous avons le résultat sur l'accumulateur. Et là, ce qu'on a, une multiplication, une autre fonction, donc multiplication fractionnaire, donc 1 fois 32, donc max 0. Et là, les deux tableaux qu'on souhaite faire multiplier. Donc, c'est des fonctions assembleur inline toutes prêtes sur le compilateur C du DSP Blackfin. Maintenant qu'on a vu tous ces différentes interfaces, le flow de développement et aussi les modes arithmétiques, les instructions en parallèle et les limites du jeu d'instruction. Maintenant, comment optimiser le code? Donc, le but, le premier de l'implémentation des algorithmes de traitement numérique du signal sur des processeurs DSP, c'est l'optimisation. Donc, on souhaite avoir un équilibre entre performance et densité du code. Donc, pour cela, il existe plusieurs techniques sur ce DSP Blackfin. Donc, l'une d'elles, c'est l'optimisation de la densité du code par l'exemple suivant. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe. Là, nous avons une instruction, elle est codée sur 32 bits, et une autre instruction codée sur 16 bits. Donc, le temps qu'il faut pour l'exécution de cette instruction, c'est 2 cycles d'exécution. Mais la taille du code dans ce cas, elle est de 6 octets. Pourquoi 6 octets? Parce que là, nous avons 4 octets et là, 2 octets, ce qui nous donne au total 6 octets. Donc, cette partie du code, dans la mémoire programme L1, un selection OL1 programme, donc, elle va prendre 6 octets. Donc, 6 octets. Là, on a effectué une optimisation de la densité du code au détriment de la rapidité d'exécution. Mais si on souhaite que ce code soit plus rapide, donc si on souhaite que cela soit plus rapide, on doit utiliser le parallélisme. Donc en parallèle, nous avons deux instructions, donc une arithmétique et la deuxième, un accès mémoire. Donc c'est une instruction qui s'exécute dans l'unité arithmétique d'adressage, qui est une unité liée à la mémoire, donc une unité d'accès mémoire. Donc là, nous avons un seul cycle d'exécution. Vous voyez que la vitesse d'exécution, elle est améliorée. Donc, elle était de 2 cycles, maintenant elle est de 1 cycle. Donc, elle est plus rapide ici, mais la taille du code, elle a augmenté de 2 octets en plus. Ces 2 octets sont dus à cette instruction qui est codée sur 64 bits. Donc, là, nous avons perdu en densité du code, mais on a gagné en vitesse d'exécution. Donc c'est ça l'optimisation du code
du code d'un programme DSP. Donc l'optimisation en C, comment ça se passe? Donc afin d'optimiser son code en C, donc il faut tout d'abord mettre les tableaux dans deux sections différentes. Donc rappelez-vous que l'utilisation de deux sections mémoire différentes en même temps est plus rapide que l'utilisation d'une seule section mémoire, ce qui est logique parce que l'accès sera parallèle. Aussi, il faut éviter d'utiliser des variables globales comme condition dans une boucle. Parce que les variables globales, donc elles occupent de l'espace et s'ils sont utilisés dans une boucle, donc ils sont déclarés plusieurs fois. Donc là, ça va être problématique côté vitesse d'exécution. Aussi, il faut éviter les boucles avec un pas différent de 1. Le DSP, il s'est bien incrémenté en 1, mais il ne s'est pas bien incrémenté en multiple de 2 ou en multiple de 4. Il faut aussi éviter d'inclure des instructions de conditions dans une boucle. Donc ça, c'est l'optimisation du code en C. Et aussi utiliser les fonctions assembleurs compilées en C le plus possible. Par exemple, si vous avez une multiplication, si vous codez seulement en C et vous avez une multiplication de deux nombres fractionnaires, il vaut mieux utiliser l'assembleur inline en C, donc ces fonctions, au lieu d'utiliser les fonctions du C. Parce que les fonctions assembleur inline utilisées en C sont optimisées pour la densité du code et aussi pour la vitesse d'exécution. Ça, c'est concernant l'optimisation en C. Pour l'optimisation en C, comment indiquer au compilateur qu'on souhaite optimiser pour l'espace, donc pour la densité du code, en utilisant cette directive-là. Donc nous avons pragma, optimize, for space. Donc tout ce code qui va venir après, le compilateur va automatiquement essayer de réduire sa densité du code. C'est l'optimisation en C de la densité du code, en C bien sûr. Et si on souhaite améliorer la vitesse d'exécution, donc on ajoute cette directive-là, pragma, optimize, for speed. Donc le compilateur va essayer de prendre le code, donc le compiler, il devient un code assembleur, donc ensuite ce code assembleur il va essayer de l'optimiser pour la vitesse d'exécution. Donc c'est ça le principe de l'optimisation en C sur le DSP Blackfin. Pour l'optimisation en assembleur, on l'a déjà vu sur le TD numéro 3, EXO numéro 7, et aussi lors du TP où nous avons optimisé les boucles software avec des boucles matérielles. Et je vous ai donné comme travail personnel pour optimiser cela en utilisant deux unités Mac en même temps, en utilisant un fetch des instructions parallèles au maximum, en utilisant aussi un pipeline software ou et éviter différents stalls qui peuvent avoir lieu, les décrochages qui peuvent avoir lieu. Donc pour cela, veuillez vous référer à l'exo numéro 7 de la série TD numéro 3 que nous avons très bien détaillé lors de la séance en présentiel précédente et également lors de la séance TP où nous avons vu l'avantage de l'utilisation des boucles matérielles. Donc ainsi s'achève cette séance et ce chapitre numéro 4 et je vous donne donc rendez-vous cette semaine en présentiel. Donc profitez de cette prochaine séance pour réviser tout ce qu'on a vu et préparer vos questions pour la séance. Et je vais essayer de répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Salam alaikum.